Bonjour, Gabriel Sénave, du coup, je suis chercheur et chez Meta à faire en particulier. Après un passage à New York, maintenant je suis à Paris depuis 2020. Je vais vous présenter ce qu'on a fait récemment en création de musique et comment on en est arrivé là. Alors, je vais vous présenter un petit peu de compression, vite fait vous montrer ce qu'on peut faire avec en texte ou audio, et ensuite vous parler plus de génération de musique. Donc la compression, je vous présente les résultats de recherche qu'on a fait avec Alex, Jade et Yossi. On a fait ce qu'on appelle un Neural Audio Codec. Donc c'est un neural network qui en fait compresse l'audio. Donc l'intérêt de la compression d'un point de vue machine learning, c'est que c'est en fait une loss seule supervisée, donc c'est-à-dire qu'on est capable d'entraîner le modèle sans label, juste avec l'audio, parce qu'on veut prendre l'audio en entrée, on veut produire le même audio en sortie, donc il n'y a aucun label à avoir, et quand même on entraîne le modèle à faire quelque chose. On entraîne à faire une représentation très compacte de l'audio. Et donc c'est la même chose. En fait, si vous avez compris le talk d'Armand Joulin plus tôt sur les LLM, ben, grossièrement, c'est un peu la même chose. Quand on fait un LLM sur du texte, on apprend à compresser le texte. Si on est capable de très bien savoir cette distribution dont je vous parlais sur la phrase pour du texte, on est capable de compresser le texte de manière optimale. Donc là, c'est la même chose, mais on va faire avec une autre type de données, de l'audio. Et finalement, le truc le plus important pour nous, c'est que la compression, c'est aussi un proxy pour tourner un signal qui est très continu en faible dimension, l'audio, un signal à token discret. Donc il y a des travaux en compression en haut, là, en compression d'image, en bas, en compression d'audio, qui existaient déjà, donc je ne vais pas en parler, mais assez similaires, qui ont la même idée de dire on va prendre un neural network et au milieu, on va faire une représentation très compacte. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau du point de vue méta, quelque part, du design de notre network. Alors, je vais vous faire écouter des samples originaux et compressés avec notre modèle et compressés autrement. Donc, bon, le son est peut-être pas parfait, au casque on entend un peu mieux, mais on entend quand même pas trop de différence. Il y a un peu de distorsion et quelques artefacts autour de 2 kilobits par seconde. 2 kilobits par seconde, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les MP3, quand on voulait la bonne qualité, on mettait 320 kilobits par seconde. Donc voilà, ça c'est les résultats que je vais vous présenter un peu plus en détail, et surtout c'est la brique de base pour la génération de musique que je vais vous présenter après. Donc le but vraiment, c'est on a un neural network, encodeur-décodeur, et au milieu, on va le forcer à faire une représentation compacte du signal. Donc il prend en entrée de l'audio, il produit de l'audio, c'est le plus important. Et au milieu, c'est ça, ce truc-là qu'on enverrait sur le network ou qu'on sauverait dans un fichier, qui est ce que je vous ai montré comme compression. Donc ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, quand on veut encoder de l'audio, on n'utiliserait que la partie encodeur. Quand on veut l'envoyer sur le network ou le sauver comme fichier, on n'utiliserait que la partie orange, là, les représentations quantisées. Et ensuite, quand on veut écouter cet audio, on n'utiliserait que le décodeur. Donc c'est, comme on a vu dans la vidéo, c'est de la compression avec perte. Donc on ne veut pas une reconstruction exacte du signal. Et voilà le network un peu plus en détail. Alors ce qui compte, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a cet encodeur-décodeur. Ça, c'est un convnet, donc comme les convnets pour faire de la classification d'images ou de la génération d'images, mais qui est appliqué au signal 1D d'audio. Au milieu, on a un quantiseur. Et ce quantiseur, la manière dont il fonctionne, c'est qu'en première approximation, il essaye de trouver un certain nombre. Par exemple, on va lui dire tu as 1024 entiers qui peuvent coder des exemples de bouts d'audio, des exemples en fait de sortie de l'encodeur. Et on va représenter ceux qui compressent le mieux le signal à ce niveau-là. C'est la première étape de vector quantization. Et ensuite, on enlève ça au signal de base. Il reste des résidus.
et on refait à nouveau ça 4 fois d'affilée, par exemple. Et si on fait ça 4 fois d'affilée, on a en fait des codes d'audio qui sont inclus les uns dans les autres, qui sont de plus en plus fins en termes de ce qu'ils décrivent dans l'audio. Et ces codes-là, on les force donc quand on entraîne le modèle, on a ce qu'on appelle une commitment loss. Donc c'est une loss qui force le modèle à faire de sa représentation les choses les plus compactes possibles. Donc le modèle paye au training si cette représentation n'est pas compacte. Et les autres losses qu'on a, c'est reconstruire. Donc dans le cadre du LM sur le texte que présentait Armand, reconstruire, ça voulait dire prédire le prochain token. Ici, nous reconstruire, ça veut dire prédire le même audio. Donc pour la partie ici sur le signal, et aussi on reconstruit le spectre. Donc là, ça c'est pour entraîner le modèle, et ensuite il y a une dernière partie qui est un discriminateur, donc on l'entraîne comme un GAN, ce modèle, pour pas qu'il génère des artefacts. Et le discriminateur, il doit nous dire si ce qu'il écoute est une reconstruction ou du signal réel. Et donc quand il gagne, on perd, donc le modèle petit à petit apprend à faire du signal le plus proche possible du signal réel. Ça c'est le détail du GAN. Donc pour entraîner ce modèle, on a utilisé 17 000 heures de musique, de paroles et de sons. C'est pas tant que ça, parce que c'est pas des données labellisées. Donc on n'a pas besoin de payer de label, donc n'importe quel audio qu'on puisse trouver peut faire l'affaire. Il n'y a pas besoin de faire de traitement particulier. Quand on entraîne le modèle, on fait du remixing, donc souvent on mixe des sources entre elles, on rajoute du bruit, etc. Et on compare à l'état de l'art en fait en compression non neurale, qui sont Opus et EVS, et à l'état en compression neurale, qui est SoundStream, donc l'implémentation industrielle de ça s'appelle l'IRAV2, chez Google. On va comparer avec des métriques objectives et aussi la manière la plus finale et quintessentielle d'évaluer ces modèles-là, en fait, c'est faire des études d'écoute avec des humains. Donc ça, c'est les résultats. Le Mouchra, donc c'est le score de préférence des humains selon le bitrate pour de l'audio en général. Et donc vous voyez en rouge, vous avez le système équivalent de Google, qui est un neural codec. En rose, rouge, enfin les couleurs sont un peu. Vous avez Opus, qui est donc la version open source un codec open source qui est à l'art, qui entre autres, c'est les mêmes qui font Ogg Vorbis, si vous connaissez par exemple. Et en EVS, vous avez les compressions qui sont utilisées pour tout ce qui est 5G, pour la voix, par les standards en fait utilisés par la téléphonie. Et donc vous voyez qu'à très faible bitrate, on est compétitif, enfin on est meilleur que tout le monde en fait, que ce soit en codec ou une version d'un codec où il y a un peu plus de language modeling justement dans les codebooks. Voilà, donc ça c'est quand on compare par exemple sur de la musique en 48 kHz stéréo, donc sur du hi-fi, ce que personne ne faisait avant avec des neural networks parce que c'est la partie un peu plus dure. Et donc là, on voit que par exemple pour une qualité meilleure, enfin pour une qualité équivalente à MP3, on est 10 fois plus petit par exemple. Et on peut avoir une qualité meilleure, on est que 5 fois plus petit que MP3. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même fait l'effort de faire quelque chose qui tourne en temps réel sur CPU. On n'a pas un Llama ou un GPT-3 derrière, donc c'est un truc qui, sur un CPU, sur une machine, notre code de recherche, pas un code optimisé par plusieurs ingénieurs pendant un bout de temps, tourne en temps réel et un real-time factor autour de 10. Donc ça permet de faire de la compression audio sur son laptop. Donc en conclusion, il y a une limitation de cette approche qui est pour quand on veut vraiment de la très haute qualité, qu'on n'a pas trop étudié, mais c'est un état de l'art pour la compression, même pour la stéréo, même pour le high frequency sample rate. Et on a une nouvelle façon de modéliser la perception du signal. Et alors le plus important là-dessus, c'est que au-delà de la compression, en codec, ça sert à prendre des représentations audio pour faire de la génération. Je vais vous donner des exemples de ça après ça. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser, donc que ce soit parce que vous voulez construire des modèles qui font de la génération d'audio ou que vous voulez l'utiliser pour faire de la compression d'audio, il y a un package pip, le code est assez simple à utiliser comme ça. Il y a aussi un utilitaire en ligne de commande comme ça qui vous permet de compresser et décompresser. Donc, c'est quand même, tout est packagé, c'est assez facile à utiliser. Donc voilà, donc je vous disais, c'est une brique de base pour la génération en audio.
Il faut voir que quand on fait de la génération sur du texte, on a directement donc cette représentation de probabilité du mot, sachant les mots avant, les mots sont déjà discrets. Donc on est directement dans le monde du discret. Quand on fait un language modeling sur un signal continu, comme de l'audio, mais comme plein d'autres signaux continus qu'on peut avoir, on ne peut pas facilement faire ce type de language model. L'approche qui est en fait en train d'exploser en ce moment, c'est de encoder avec un neural codec et d'apprendre un modèle de langage sur les codes discrets qui sont ces codes très compressés. Donc un exemple de ce qu'on peut faire avec, qu'on a fait l'an dernier, c'est texte au son. Donc là, en haut, vous avez une prompt, et ce que vous entendez, c'est ce qui est généré par le modèle directement en l'entraînant en language modeling avec du texte et de l'audio en entrée, après dire de l'audio. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que nos modèles, là, ils n'ont pas vraiment été entraînés à faire de la parole. Donc, ils mimiquent ça s'appelle du mumble noise. Ils mimiquent vraiment le bruit qu'on ferait quand on parle, mais ce pas des modèles de parole exactement. Ils ont été appris principalement sur des sons. Donc, ce modèle-là, juste pour vous la faire rapide, qu'est-ce que c'est? C'est en codec. Et au milieu, on a mis, on l'a connecté à un langage modèle et la version compressée sert juste de token qu'on mixe avec les tokens du texte et on génère de l'audio. C'est l'état de l'art sur les benchmarks, que ce soit en métrique subjective ou objective, comparé à des modèles très performants. Je vais aller un peu plus vite pour arriver à... Alors, en speech-to-speech, c'est une approche qui existait depuis 2020, même, je dirais, d'essayer d'avoir des unités discrètes et de faire du langage modeling dessus, avec toujours quand même des modèles qui étaient très en forme de cascade, comme ça. Donc là, c'est comme si on avait 3 types de langage modèle à différentes échelles, avec 3 types de différents codes, qui ne sont pas des codes qui sont issus de la compression. Récemment, justement, avec nos modèles d'audio, ça s'est beaucoup simplifié à dire on va faire juste un gros langage modèle, on lui met du texte et on lui met en codec, en fait, exactement, en entrée et en sortie. Et donc, c'est un papier de Microsoft récent de cette année qui fait de la synthèse de paroles comme ça. Donc, nous, on s'est plutôt focus sur la génération de musique. Donc, il y avait des travaux, justement, en génération de musique qui sont sortis cette année aussi de Google. Mais qui, pour le coup, la différence avec nous, c'est qu'ils ont aussi encore ces plusieurs étapes, plusieurs types de langage modèle. Alors que nous, on a essayé de faire la chose la plus simple possible. Donc, je vais vous faire écouter. Je sais pas grave, j'en ai d'autres derrière, je pense. Je voulais vous faire écouter donc des générations ici. Alors, c'est Music Gen, Simple and Controllable Music Generation, c'est notre dernière. Par contre, je ne peux pas passer à la slide d'après. Ouais. Ok, donc en quoi ça consiste? Vous reconnaissez encore l'encodeur-décodeur d'encodec. On a les tokens discrets au milieu. Donc on en a 4 parce qu'on a 4 codebooks. Donc c'est ces codebooks résiduels. Et ensuite, dans la verticalité, là, on a les time steps. Donc on pourrait faut voir l'image un peu de son côté aussi. Et du coup, le modèle encodeur-décodeur, il ne fait pas du tout une modélisation dans le temps. Il fait juste une modélisation pour la fenêtre donnée du convenet. Comment est-ce que je peux représenter cet audio de manière la plus compressée possible? Ce qu'on rajoute derrière, c'est un language model, donc vraiment un language model comme un Llama ou un GPT, qui est entraîné sur ces tokens-là. Il n'est pas entraîné sur du texte, lui. Et il est entraîné non seulement à prédire le token suivant dans le temps, mais aussi les tokens différents du résidual, donc dans le temps et dans la profondeur, si vous voulez, de la qualité du signal audio. Je vais vous expliquer, on a une petite tablation là-dessus. Donc en gros,
on a ce modèle de compression qui est entraîné sur la musique, on le fixe, on ne le touche plus. Et on a le LM qui est entraîné à prédire ces tokens-là sur toute notre database, de toute notre training set. Et ce langage modèle, on le conditionne aussi avec du texte. Donc, soit on l'entraîne à prédire des tokens d'audio à partir de tokens d'audio. Donc, en gros, il est en train d'apprendre la distribution de qu'est-ce que c'est que de générer de la musique. Et quand on l'entraîne avec du texte qui correspond à cette musique, il apprend la distribution de qu'est-ce que c'est de la musique qui correspond au texte qu'il a vu en entraîne. Donc, la méthodologie est assez simple. On entraîne d'abord le codec. Ensuite, on génère tous les codes discrets pour le dataset. Ensuite, on entraîne ce langage modèle sur ces tokens. On déroule le langage modèle pour générer et on peut rajouter les conditions qu'on veut au training. Donc la boucle expérimentale qu'on a faite, on a 20 000 heures de données pour lesquelles on a une licence d'utilisation commerciale. On a tout mis en mono 32 kHz, parce que ça fait quand même déjà pas mal de données en fait, pour le langage modèle. Et on a des descriptions textuelles de ce qui se passe dans l'audio. On a aussi des tags qu'on merge avec les descriptions textuelles et on fait un dropout aussi, pour pas que le modèle nous overfit et nous dise ah ok, donc si tu me demandes exactement ça, je te rends exactement le sample du training set, ce qui ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il généralise entre les samples du training set. Donc on drop des tags de manière aléatoire au training. On compare à des modèles publiés, donc Refusion, Muzai, MusicLM de Google, là, celui qui est sorti en janvier, et quand on le peut à Note2Music de Google. On a encore des évaluations objectives et subjectives qui sont aussi encore les évaluations REN, une fois. Donc ça, c'est nos résultats sur MusicCaps, qui est un test set qui a été fait par Google. Et donc, selon les métriques, donc FAD, KL, c'est plus bas c'est, mieux c'est. Donc là, en fait, on est assez compétitif, on est meilleur que MusicLM, par exemple, de Google sur ces métriques-là. Et donc ça, c'est la qualité audio, quelque part, la qualité sonore du son. Et le clap, c'est un score qui va, donc lui, plus il est grand, meilleur il est. C'est un score qui va nous dire si ce qu'on génère comme audio, et qui est encore un score qui est issu d'un modèle, clap c'est l'équivalent de clip pour l'audio, c'est un modèle qui va nous dire si c'est en lien avec la description textuelle quand on doit générer quelque chose. Et à droite, vous avez les scores par des humains. Et donc, overall, donc ça, c'est le score de est-ce qu'ils ont aimé la musique. Et rel, c'est est-ce que c'est en relation avec le prompt qu'on avait. Donc, on voit qu'on est compétitif, voire meilleur, en fait, que les modèles de Google sur les jugements humains, que ce soit en qualité générée ou en relation avec le texte qu'on a voulu mettre en musique. On a rajouté un truc à ce modèle qui peut être conditionné pas que sur du texte, mais aussi sur de la mélodie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chromagrammes. Donc, les chromagrammes, quelque part, c'est par bande de fréquence. On agrège assez grossièrement par bande de fréquence et dans le temps. Donc, ça nous donne un peu comme des partitions MIDI ou des partitions de piano, quelque part, si vous voulez. Et donc, on arrive à conditionner le modèle là-dessus, à l'entraînement. Des fois, on lui donne ça en données en plus pour lui dire il faut que tu génères quelque chose qui s'approche de ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que si, par exemple, on a la grande trousse là, qui est la colonne de gauche. Si on génère avec le chroma de la grande trousse, on va être assez fidèle, même très fidèle, justement en mélodie à la mélodie de la grande trousse. Quand on génère sans le chroma, juste on met du texte et on ne met pas un truc à suivre, bah, la mélodie va être complètement différente vu qu'il n'y a pas de condition, quoi. Donc ça, c'est le résultat qu'on obtient avec train condition. Donc si on entraîne que avec du texte ou si on entraîne avec texte et chroma. Et test si on teste avec que du test ou test et chroma. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. Entraîner avec texte et chroma, ça améliore un petit peu la fidélité au texte. Parce qu'en fait, ça permet au modèle de séparer de quoi vient la variabilité. Est-ce qu'elle vient du prompt en texte ou est-ce qu'elle vient de la mélodie? Et bien sûr, ce qui est flagrant, c'est que quand on veut tester à conditionner avec de la musique, bah, ça ne marche pas si on n'avait pas entraîné avec de la musique. Donc, juste pour vous faire un petit détail sur comment ça marche vraiment ce language modeling sur les résiduels, les tokens discrets. Donc vous vous souvenez, on a à peu près 4 résiduels et puis après on a autant de time step. Donc par exemple, on est à 50 Hz là.
Donc à 50 Hz, on a 50 par seconde. Donc si on fait 30 secondes d'audio, 1500. Et donc on a essayé plusieurs types de patterns, de comment est-ce qu'on les met en entrée du langage modèle, comment est-ce qu'on fait pour modéliser en fait les dépendances entre les... Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un peu tout testé en fait. Et on a fait des tests à la fois objectifs et subjectifs. Et ce qui nous semble, ce qu'on a utilisé à la fin, en fait, c'est le pattern le plus simple. C'est le pattern delay, parce qu'en termes de métriques objectives, il était très bon, même s'il est un peu moins bon en termes de métriques subjectives. Mais sa complexité, là, bah, pour 30 secondes, il reste à 1500 steps, alors que le pattern un peu plus évalué, flattening, il passe à 6000 steps. Donc c'est quand même c'est 4 fois plus coûteux computationnellement, donc on ne peut pas se permettre ça pour un si peu de gains. Donc voilà, c'est le meilleur trade-off, c'est assez simple en fait. C'est juste de dire, on va introduire d'abord un codebook, et ensuite on a introduit un autre, ensuite un autre, ensuite un autre, et ensuite ils sont toujours décalés. Alors là, je vais vous faire écouter quelques samples. Donc par exemple, si on conditionne le mode... C'est pas dans l'ordre. Ouais, on va aller faire dans l'ordre. Alors ça, c'est le conditionnement qu'on met en entrée, c'est une fugue de Bach. Donc si on conditionne avec ça, et qu'on lui dit de faire a lightly... Alors là, il faut remettre au début, parfait. A lightly... Alors si on met energetic hip-hop music piece, s'il vous plaît. Donc là, c'est an 80s driving pop song with heavy drums and pads in the background. Et là, on a un 90s rock song with electric guitars and heavy drums. Alors, donc ça, c'était pour vous montrer qu'on peut bien s'amuser entre les prompts texte et en plus le conditionnement sur la mélodie. Voilà. Okay, donc là, et alors, ce que j'ai découvert après avoir sorti ce modèle il y a 10 jours, c'est que j'ai un de mes collègues qui m'a dit « Ah, mais dans les tags, on a BPM, et comme on fait le match de tag, ça doit marcher. » Donc j'ai essayé. Ça marche. J'ai juste rajouté ça. Et donc là, ce qui est généré, relation. Dans le même genre, en fait, j'ai pris le modèle et je lui ai dit de générer Jihad Shortin, donc c'est un accord à la guitare, juste ça. Et après, je lui ai dit de générer juste Decius 2, qui est un autre accord. Et donc, il m'a généré une guitare qui fait que cet accord. Et donc, ensuite, j'ai coupé. J'ai dit, OK, je mets un peu de sol, ré. Et je mets ça en conditionnement, mais en lui disant aussi Swingful ballad about the happy times of a paper release for 4 drums that are not too loud. Ça respecte le sol rythme. Donc c'est assez intéressant comme outil pour créer un peu et se dire bon, ok, je vais explorer les choses. C'est pas encore un outil pour faire de la musique finie, mais c'est un outil assez fou pour explorer ce qu'on peut faire en termes de génération de musique. Voilà, donc il y a d'autres samples. Donc il y a la vidéo que j'ai pas réussi à vous jouer, qui est aussi là-bas normalement. Il y a d'autres samples si vous voulez à cette page-là, où on a fait vraiment, vous avez une comparaison avec les modèles de Google ou d'autres modèles d'avant aussi. Il y a une démo sur Hugging Face, et si la démo sur Hugging Face est victime de son succès, ça arrive en ce moment, vous pouvez après je vais vous montrer le code, mais dans le repo du code, on a aussi un collab.
On a un collab où vous pouvez l'utiliser comme un collab et générer la musique. Et on a aussi un collab qui en fait run exactement cette démo. Donc ça, c'est le collab qui run la démo localement pour vous. Voilà. Alors, le code est tout open source. Le code est en MIT, les modèles sont en non-commercial use. Et donc, vous pouvez facilement l'installer comme ça, pip install. Mais sinon, pour générer, donc là, ça, c'est un exemple de code qui génère 4 tracks qui sont conditionnés sur le back là, que vous avez écouté avant, là, par exemple, et dont les descriptions vont être Happy Rock, Energetic, non, pardon, 3 Happy Rock, Energetic EDM et Sad Jazz. Donc, en fait, c'est assez simple. On charge le modèle. Le modèle mélodie, c'est celui qui fait la génération aussi conditionnée sur la mélodie. On load optionnellement si on a besoin de les chromas là qu'on veut optionner, et ensuite on lui dit juste écris-moi l'output du modèle, quoi. Voilà, la conclusion que je voudrais avoir, c'est vous dire de plus en plus on va avoir des modèles d'AI qui vont être multimodaux, qui vont faire de l'audio, du texte, de la vidéo, de l'image. Donc la compression pour l'audio, ça marche vraiment bien comme tokenizer, comme quelque chose qui passe ce domaine qui est très au bitrate continu vers quelque chose qui peut être traité par des langages modèles. Il y a des équivalents qui seront des bons tokenizers pour l'image, par exemple Dino V2 ou des modèles de compression d'image. La vidéo, c'est pas encore trop le cas, mais je pense que ça va vite venir qu'en fait, les modèles de compression de vidéo seront des bons tokenizers pour la vidéo. Et donc, je pense qu'on va avoir une belle explosion des LLM avec de la multimodalité du texte, de l'image dans les années à venir. Voilà. Et alors, je voulais remercier toute mon équipe avec qui je travaille sur ces projets, qui sont les auteurs de ce que je vous ai montré jusque-là. Merci.